Accueillir, sous-titre venu d'un ventre d'un pays. Donc, au moins, voilà. Donc la question de l'accueil, elle est déjà présente il y a quelques années quand tu écris Confiscation des mots, des images et du temps. À la fin du livre, dans le dernier bloc, tu fermes ce livre et tu l'ouvres sur les prochains en parlant de déplacement. Le terme de déplacement est très important. À un moment, tu diras « celui qui accueille doit se déplacer bien davantage que celui qui arrive ». Déjà, c'est une formule assez extraordinaire. Et tu dialogues, comme c'est souvent le cas dans ton travail, avec la pensée de ton temps, et tu t'adresses un peu notamment à la pensée de Descola, et tu parles de décoloniser, l'influence de décoloniser. Il faut décoloniser aussi notre regard, le regard sur l'imaginaire colonial qui serait, ne serait-ce que dans la façon dont on nous apprend l'histoire. Quelques années, je crois 2 ans après, tu fais Cas comme colonie. Donc c'est plutôt sous les auspices de Kafka, pas que, parce que souvent, chez Marie-Josée, il y a un travail de lectrice qui fait qu'il y a une constellation un peu étoilée de dialogue avec des auteurs classiques, des figures de la littérature, de la philosophie, et aussi ses contemporains, auxquels elle s'adresse, avec qui elle débat, qui évidemment elle est en accord ou en désaccord. Et dans le Cas comme colonie, il y a une inscription autobiographique, puisque tu parles entre autres de ta naissance à Alger, évidemment de la colonisation française en Algérie, mais tu parles de l'hospitalité. Et il y a tout un passage où tu fais référence à un film qui est paradigmatique chez toi, parce qu'il revient assez souvent, qui est un film assez exceptionnel, polonais, qui s'appelle L'Ordre. L'ordre comme un ordre, peut-être que tu expliqueras de quoi il s'agit. Il y a une figure assez particulière, assez exceptionnelle, pour ceux qui ont vu le film, on s'en souvient toute sa vie, qui est un monsieur qui s'appelle Raymond Dakis, qui est un personnage qui a été victime d'une maladie terrible qu'est la lèpre. Donc son visage est complètement déformé par la monstruosité de cette maladie. Donc, il n'est pas déformé, il est en ruine. Il est en ruine. Je tiens à ce mot, puisqu'en ce moment, vous avez à Saint-Étienne une exposition sur la ruine. À Lyon. À Lyon, oui, c'est parce que j'ai vu ce matin. À Lyon, donc pas loin d'ici, une exposition sur la ruine, où il y a d'ailleurs des œuvres d'artistes importants de Saint-Étienne, et où la question de la ruine, et pour moi, Raymond Dakis, la lèpre de Raymond Dakis, est vraiment un exemple même de la ruine, et il est traité dans le film, ce que j'appelle comme le Parthénon. Voilà. Est-ce que tu peux peut-être, ce serait une question en quelque sorte, une forme d'introduction à notre dialogue, un peu expliciter le film et dire en quoi il est si important pour toi, parce qu'il y a des jeunes gens ici qui ne l'ont pas vu. J'y reviens très souvent, j'ai même donné à des générations un texte que j'ai redéveloppé dans le dernier livre, le texte des générations, sur l'hospitalité. Donc le film de Jean-Daniel Paulet qui date de 1973 était un film documentaire commandé par les laboratoires Sandoz au moment où les laboratoires Sandoz ont mis au point un traitement qui guérit totalement la lèpre. Et donc Jean-Daniel Paulet est parti à Spinalonga avec Maurice Borne, et ils ont voulu répondre à la commande des laboratoires Sandoz, mais en fait ils ont fait un film qui n'a pas vraiment arrangé, il a été très accueilli par les laboratoires Sandoz, et qui est ce film qui s'appelle L'Ordre. Et de quoi s'agit-il? Donc à quelques kilomètres de la Crète, il y a un petit îlot qui s'appelait Spinalonga, qui s'appelle maintenant Calaïdon, c'est-à-dire Bellevue. Mais en tous les cas, là, il s'appelait encore Spinalonga. Et Spinalonga est une île dont les Turcs avaient très envie, et la façon dont les Grecs l'ont fermée aux Turcs, ils en ont fait une léproserie. Donc cette île n'était habitée, était choisie comme lieu que pour les lépreux. Donc pour leur exclusion,
leur isolement contre toute contagion. Et le lépreux perd ses droits civiques. Un lépreux n'avait plus le droit de voter. Et sur cette île, ils ont vécu un certain temps, jusqu'en 1955, où l'île a été vidée de la léproserie et on a transporté les lépreux guéris ou encore malades sur le continent grec, donc dans les environs d'Athènes, dans l'hôpital Hagia Barbara, enfin Sainte Barbara, et donc où ils ont l'air d'être réintégrés au continent, à la Grèce, pas loin de la capitale. Et ce qu'a fait Jean-Daniel Paulet et Maurice Borne, c'est filmer directement donc Raymond Dakis, qui à Santa Barbara, à l'hôpital. Et là, c'est un film alors plein cadre, que le visage de Raymond Dakis, qui est ce visage complètement minéral, qui n'a plus de nez, il n'a plus de vue, la bouche, il tient un fume-cigarette avec beaucoup d'élégance. Et c'est un visage de pierre méconnaissable, mais avec sa voix terrible, et il parle. Et là, Raymond Dakis explique qu'à Spinalonga, on ne mourrait jamais seul. C'est-à-dire que, comme à Calais, les gens qui sont expulsés, refusés, exclus du monde, sont tout à fait capables, et même démontrent leur capacité à cause de cette situation même, de sociabilité, d'hospitalité interne, de construction des liens, font de devenir un lieu de culture dans lequel la vie est possible, la mort est accompagnée, la parole possible, la consolation, la solitude partagée, et en même temps les liens. Et Raymond Dakis dit qu'il y a des mariages, des naissances, et évidemment le gouvernement grec a voulu enlever les enfants nés d'un corps lépreux, alors que c'est un enfant en parfaite santé, alors qu'ils sont guéris. Donc cette institutionnalisation de l'exclusion par répulsion, par non-reconnaissance de l'humanité de ceux qui en perdent les signes esthétiques les plus banals, c'est-à-dire d'avoir un beau visage, relevant d'une identité singulière, nommable. Alors Raymond Dakis parle très bien, car en fait c'est un avocat, c'est un type d'une grande culture, qui était avocat avant d'être malade. Sa sœur est tombée aussi malade, donc ils se sont retrouvés à Spinalonga, dans la léproserie. Mais quand Raymond Dakis, guéri, prend la parole devant la caméra de Jean-Daniel Paulet, c'est un plaidoyer, c'est un grand plaidoyer d'avocat sur la sauvagerie du monde. Et il y a des phrases, il dit énormément de choses, et puis il y a le texte de Maurice Borne qui accompagne tout cela. Et donc, quand il se trouve à l'hôpital, et sur le continent, apparemment accueillis par la société, ils sont plus exclus que jamais, alors qu'il y avait un véritable régime d'hospitalité et d'accueil et de sociabilité qui s'était créé dans cette culture à Spinalonga. Et Raymond Dakis dénonce cette violence, cette sauvagerie, et cette violence de la société, cette société grecque, ou de la société tout court d'ailleurs. Il ne parle pas forcément que des Grecs, mais de nous tous. Et il y a des moments de phrases qui sont des moments clés, comme celui que je citais, à Spinalonga, on ne mourrait jamais seul, ou à Spinalonga, on pouvait s'aimer, ou bien encore, et si nous vous aimons, nous vous aimions, le supporterez-vous?
À d'autres moments, c'est vous qui allez finir dans les ordures. Donc il y a comme ça des moments de phrases qui sont très comme des javelots, vous voyez, paf. Mais en même temps, une plaidoirie avec des articulations, avec une progression, et puis cette tenue magnifique devant l'écran, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui n'a absolument pas dit dans mon état ne me filmez pas, non, il est superbe. Et en ce sens, j'ai préféré, d'autant que Paulet a fait des films sur la ruine des temples grecs, sur de très belles ruines, de très beaux temples grecs dans la campagne grecque. Et donc, du même coup, j'étais moi-même tentée, et je l'ai fait, de rapprocher le statut et la statue, puisqu'elle est, je vous dis, il y a une minéralité, hein, il a un visage de pierre. Voilà, la minéralité de ce visage, des ruines, évidemment des ruines grecques, la façon dont nous aimons et nous sommes envahis d'admiration, de mélancolie et de tous les sentiments qu'on peut connaître face aux ruines, aux belles ruines des temples. Et donc j'évoque à mon tour Raimondakis comme une figure du Parthénon, comme quelqu'un qui a la même présence, à la fois mutilée et éternelle, la dignité et la beauté surprenante de cette profération à la fois minérale, une sorte de, j'appelle une bocca della verità, une bouche de vérité, voilà. Puisqu'il n'y a plus que cette bouche finalement sur ce visage, cette bouche qui fait entendre des mots et qui devient une bocca della verità. Voilà. Et évidemment, pour moi, c'était une rotule, enfin un moment d'articulation capitale dans la réflexion sur l'hospitalité, d'abord parce que on part d'un régime d'exclusion, de répulsion, de contagion, enfin tout était là, tout ce qui provoque aujourd'hui la phobie et la terreur, voilà, hein, au fond, le lépreux c'est une forme de terroriste, et la question de l'hôpital, qui devient le lieu où s'énonce la barbarie du monde, c'est-à-dire le caractère non hospitalier du continent et de ceux qui disent on va récupérer l'île parce que d'abord elle est quand même très belle et en matière touristique on se prive quand même d'un bel endroit, et d'autre part ils sont plus contagieux, allez on va leur donner la chance. Seulement Raimondakis dit mais même dans nos villages et dans nos villes on ne veut pas nous recevoir. Nous sommes guéris, mais ils ne veulent pas nous recevoir. C'est-à-dire, on reste un lépreux guéri et lépreux pour toujours. Et il le dit. Donc, ça dit aussi quelque chose, l'incapacité de déplacement psychologique et mental et d'accueil, sous prétexte que quelqu'un ne répond plus au canon de l'identité, de l'identification et de l'amour, évidemment, de l'affect. Hein. D'où la phrase de Raimondakis, et si nous vous aimions, le supporterez-vous. Au fond, c'est cette question de l'amour qui est toute présente. Et cet homme parle de l'amour qui pouvait régner dans l'île des lépreux, de la haine sur le continent, et de ce questionnement du régime d'affect du régime d'affect qui implique un rapport politique. On ne peut pas construire une communauté politique si on exclut d'emblée la mobilisation de régimes d'affect qui viennent à bout de la répulsion, de la phobie, du dégoût, de la peur de la contagion et des atteintes au narcissisme. Hein. L'atteinte narcissique, c'est-à-dire... Or, Raimondakis, c'est précisément quelqu'un qui dit « Je suis un ancien lépreux guéri, narcissique. Je suis beau. » Et dans ma beauté, dans ma dignité, dans ma parole, et dans la hauteur,
la noblesse du témoignage, et lui est prêt à aimer ceux qui ne lui ressemblent pas et qui sont nous, hein, qui nous trouvons tous très mignons, très beaux et très... voilà. Donc, ça a été, ce film a été, c'est pour ça qu'il revient dans plusieurs textes que je le cite de différentes façons, mais j'y reviens, parce que pour moi, il est emblématique, il pose finalement le problème à la fois de l'affect et du rapport entre affect et politique. Voilà. Qu'est-ce que c'est la façon dont Arendt pose aussi le problème, hein, du rapport. Y a-t-il des affects politiques? Oui, il y a des affects politiques, et il n'y a pas de politique sans affect. Voilà. Donc, c'était pour ça que c'était important. On peut dire justement, là du coup ça nous fait rentrer dans le livre tout de suite, que Raymond Daty est une figure constituante de ce que tu appelles la filiation PH. Oui, c'est-à-dire que mon attachement aux Grecs, à leur pensée, à leur langue, fait que je circule un peu assez facilement dans tout ça, et que de toutes les façons, la langue française a depuis très longtemps adopté le philos, le PH du philos, ne serait-ce que dans la philosophie, et dans bien d'autres mots, comme je le disais pour m'amuser hier même pour parler du coton hydrophile qui aime l'eau. Donc le fait que quelque chose de l'ordre de l'attraction et du lien passe par un mot grec que l'on trouve dans énormément de composés, m'a amené à privilégier le mot philia, qui est traduit par amitié, mais qui peut être aussi qui est le mot de l'affect, hein, philia, qui est celui de l'amitié. Le mot amitié étant très très lourd de sens, comme vous le savez, et comme voilà, on le sait. Et dans la mesure où je suis très sensible, comme nous tous, à tout ce qui se passe aujourd'hui dans la modification des régimes de génération, de procréation, de conception, de venue au monde, etc., par rapport à une redistribution des places à travers la différence, ce qu'on appelait la différence des sexes, qui font que l'arrivée au monde des enfants dans ce qui d'habitude était une famille au sens traditionnel, hétérosexuel, chrétien, blanc et chrétien, c'est profondément modifié et ne cesse de se modifier. Je voulais que dans ma réflexion sur l'hospitalité et sur l'accueil, non pas discuter de la légitimité ou non, c'est pas mon problème du tout, de toutes ces mutations et de ces transformations, mais arrivent des enfants qui sont adoptés ou qui arrivent dans des conditions soit traditionnelles, soit tout à fait nouvelles, soit tout à fait surprenantes, qu'importe, c'est pas la question. Ils sont là. Comment les accueillons-nous? Et donc, faire de j'ai cultivé une sorte d'apparent paradoxe, mais pour moi ça n'en est pas un, c'est de faire de la filiation avec un F, que nous connaissons, hein, papa, maman, l'enfant, le rapport filial, de dire que cette filiation avec un F n'est qu'un cas particulier. Un cas particulier, tout à fait particulier, d'une situation infiniment plus universelle et plus vaste, et que j'appelle la filiation avec PH. Et de ce fait, passant de filiation avec un F à filiation avec PH, je fais entrer dans le cadre de la filiation non seulement les régimes dits d'adoption, hein, on adopte, mais que tout accueil met en place des régimes d'affect qui ont un poids politique, une détermination politique, et que la légitimité, la présence et la légitimation d'un sujet dans une communauté relève de son adoption, quel que soit son mode d'arrivée, par des voies biologiques ou d'autres voies, par celle de l'exil, par celle de l'émigration,
par celle de l'assimilation, de la PMA, de la GPA. Enfin, ça m'est totalement... C'est pas de ça que je parle. Je dis quelle modalité d'affect devons-nous être fidèles et devons-nous défendre face à tous ceux qui arrivent sans leur demander des comptes sur comment vous êtes arrivés là. Vous venez d'où, de qui, comment, de quel pays, de quel sexe, de quelle personne. Ne légitimer celui qui arrive qu'à la réponse qu'il va faire à la question d'où tu viens, me révolte, en tous les cas, me révolte d'autant plus que dans le cas de l'émigration en ce moment, ça devient carrément un scandale. Et surtout de dire qu'entre un nouveau-né ou un réfugié, ou un exilé, ou un émigré, je les mets tous sous le signe que j'appelle le nouveau venu. Il est forcément nouveau, et puisqu'il est nouveau, on ne peut que s'en réjouir, parce que même la naissance, on a beau dire que les femmes sont reproductrices, non, elles ne font pas des copies, elles sont productrices. Elles reproduisent rien, elles mettent au monde du nouveau. Voilà. Hein, il n'y a pas un cycle de reproduction, on ne fait pas des photocopies. Donc, là, tout mon travail dans ce livre a été d'associer le plus rigoureusement possible et le plus politiquement possible une sorte d'impératif catégorique qui part de la première phrase du livre, hein, il ne suffit pas de naître, encore faut-il être adopté, que la naissance n'est pas le paradigme de toute arrivée, c'est un cas parmi d'autres, et d'une façon générale, l'arrivée d'un inconnu, l'arrivée d'un nouveau venu, l'arrivée d'un nouveau-né ou d'un nouveau venu mérite ce parcours de la reconnaissance, cette surprise, la surprise d'attente, l'arrivée d'un inconnu. Alors, pour lequel, effectivement, dans un système familial, on pourra toujours y adjoindre tout ce qui peut être transmis, héréditairement ou par le fait de la parole, c'est pas la question. Les tout nouveaux venus, même un émigré, arrive aussi avec toute une histoire. Hein. Il n'a pas rien, il n'arrive pas sans rien. Loin de là, il arrive avec son histoire, avec sa mémoire, voilà. Mais ce qui m'a porté, c'était de construire les modalités de l'accueil, c'est-à-dire de la mise en mouvement de celui qui accueille, de façon à ce qu'il reconnaisse dans tout nouveau venu, d'où qu'il vienne, à la fois quelqu'un qui l'attend et qui va déjouer toute attente, qui va être surprenant, qui est nouveau. Voilà. C'est un événement. Qu'est-ce qui fait événement dans l'arrivée, dans la naissance et dans l'arrivée d'un nouveau venu? Donc, construire la fraîcheur et les promesses de l'événement et la vitalité de l'événement. Voilà. Donc c'était ça l'idée. Alors, on a bien compris que naître biologiquement ne suffit pas. Il faut être adopté. Et la façon dont ton livre se construit, je parle d'étoilement, j'aime bien cette idée, parce que il y a un fil qu'on a exploré hier, qui est le fil grec. Ça va être difficile de ne pas en parler, parce qu'il y a quelque chose, enfin, de ne pas en reparler, parce qu'on en a parlé hier, parce qu'il y a au moins deux analyses qui sont vraiment passionnantes, parce qu'elles sont nouvelles. Et pourtant, c'est pas facile d'être nouveau quand on analyse l'Odyssée d'Homère
et la question d'Ulysse qui arrive étranger chez lui. Donc, et l'autre aussi mythe que tu analyses, qui est un mythe filial avec un F, avec laquelle tu romps, toi, puisqu'il y est question de la fille de Ulysse, qui est Antigone. D'Œdipe, pardon, excuse-moi. D'Œdipe, qui est Antigone, et tu en fais une analyse qui serait celle qui rompt avec la loi du sang. Et ce déplacement qu'il y a entre filiation avec un F et filiation avec PH est articulé donc évidemment par une relecture de fondamentaux, de classiques fondamentaux, comme ces deux récits initiatiques qui sont mis à contribution pour que nous puissions penser le monde et nous-mêmes. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus de la lecture que tu as eue de ces deux figures emblématiques que sont Ulysse et Antigone? Bon, pour Ulysse, il s'agit du retour à Ithaque, hein, vous connaissez l'histoire. Il s'en va de son pays qui est Ithaque et il revient 20 ans plus tard. Pourquoi 20 ans plus tard? Il a passé 10 ans pendant la guerre de Troie. Au bout de 10 ans, la guerre de Troie est finie. Il met 10 ans à rentrer chez lui. L'Iliade raconte les 10 ans de la guerre de Troie. L'Odyssée raconte, à partir de la fin de la guerre de Troie, la façon dont Ulysse part de Troie et va rentrer à Ithaque. Et ça met 10 ans. Ce livre, qui s'appelle donc l'Odyssée, qui n'est plus l'Iliade, il est l'Odyssée, a 24 chants. 24 chants. Sur ces 24 chants, il y en a 12 qui sont le périple qui part de Troie jusqu'à Ithaque. Au 12e chant, il arrive à Ithaque. On se dit, bon, ben, ça y est. Et ben, il y a encore 12 chants pour qu'il soit chez lui. C'est-à-dire qu'entre le moment où il est sur la plage d'Ithaque, tout sale, tout vilain, parce que Athéna a décidé qu'il serait le plus vilain possible, genre vraiment Dakis, vraiment sale, vieux, moche, enfin rien. Personne ne le reconnaît, et Athéna a décidé qu'il était méconnaissable. Voilà. Et ça va prendre 12 chants pour qu'il soit reconnu comme Ulysse, le roi d'Ithaque. Voilà. C'est pour ça que je termine en disant, bon ben, une fois que c'est fait, il va pouvoir repartir. Et même le rapport à Pénélope, etc. Oui, dans les 12 chants qui racontent, vous imaginez, la moitié de l'Odyssée, c'est toutes les étapes de construction de son identité et de sa reconnaissance. Dans l'endroit où il est rentré chez lui, il est censé être attendu depuis 10 ans, on pense qu'à ça. Pénélope tous les jours, le fils tous les jours, papa en pleurs, la nourrit, enfin bon, tout le monde, ça. Plus de tous les prétendants de Madame Pénélope qui se disent, bon, ben quand même, ça va, 1 an, 2 ans, 10 ans, il serait temps quand même qu'on passe à autre chose. Donc, quand il arrive, on se dit, ça y est, quoi, on va finir cette affaire. Non, ça prend 12 ans. Et ça m'a fait très plaisir. Je me suis dit, voilà, c'est vrai, on n'arrive jamais chez soi en roi. Et pour la façon, on doit être reconnu. Voilà. Et donc, ce parcours de la reconnaissance, qui passe par des combats, hein, y compris avec des armes, puisque c'est par la voie des armes d'ailleurs qu'il se fait reconnaître, c'est le fameux tir à l'arc, et avec Pénélope, même ça, Pénélope, elle n'est pas encore convaincue. Il va falloir raconter l'histoire du lit, c'est-à-dire au moment où Pénélope lui dit qu'on va dormir dans une autre chambre, elle dit non, moi je sais où est notre chambre, je sais où est notre lit, et il raconte qu'il a construit le lit. Et donc c'est en racontant la construction du lit conjugal que maintenant Pénélope dit bon, c'est vraiment lui, alors qu'elle l'a devant elle. Donc, vous voyez le chemin de la parole, ce chemin, ça dure. Et la dernière personne chez qui il va aller pour dire, ça y est, c'est bien moi, Ulysse, c'est son père.
C'est-à-dire le lien filial est la dernière chose qui vient dans le parcours de la reconnaissance. Tout le reste n'est que construction, épreuve après épreuve, etc. Et c'est d'autant plus formidable que dès son arrivée, à la mesure où, quand on reçoit un étranger, les lois de l'hospitalité font que il est sale, il est moche, il est vieux, il a faim, etc. Donc, on demande à Euryclée, qui a été sa nourrice, de le laver pour qu'il soit propre, au moins propre, minimum, pour pouvoir passer à table. Voilà. Et alors elle le lave, et puis elle voit la cicatrice. Oh, et donc, pour elle, ça y est. Et Ulysse lui dit, tais-toi. Il refuse absolument la reconnaissance par sa nourrice, qui n'est pas sa mère, mais qui est sa nourrice. Tais-toi. Puis alors, il y a aussi autre voie naturelle de la reconnaissance, le chien, Argos. La reconnaissance animale, c'est Ulysse. On s'en débarrasse. Argos va mourir. Donc, tout ce qui est de l'ordre naturel, dont la biologie fait partie, n'entre absolument pas en ligne de compte pour un parcours de la reconnaissance. Et Athéna a tout fait pour que ça dure, que ce soit véritablement un enchaînement d'épreuves obligatoires pour construire une identité, une légitimité, une place à occuper. Voilà. Et je pense qu'il est reparti après. Il est reparti pour 10 ans ailleurs. Je dirais, une fois que c'est fait, que faire d'autre, enfin. Voilà. Personne n'arrive chez soi, tu écris, personne n'arrive chez soi sans avoir à composer ou à négocier sans fin le lieu de son accueil et de son adoption. Ouais, ben voilà. Donc ce que je vous dis et ce que j'écris, c'est du même peu, c'est pareil. Et alors, Antigone, puisque là, dans le livre, c'est vraiment important aussi, parce que Antigone, elle est prise, elle, dans les ravages du sang. Dans les ravages du sang, justement. Et cette fameuse question du sang, dans la filiation... Le sang, le meurtre du père, ça saigne. Ça saigne tout le temps. Elle est du même sang. En plus, elle est fiancée à quelqu'un qui s'appelle Hémon, ce qui en grec veut dire le sang. Le sang alors là, on est vraiment dans le sanglant. Et elle est Antigonée, contre le Gonée. Gonée en grec, c'est tout ce qui relève de la génétique. Antigonée, elle est l'anti-Oedipe. Elle est anti-Oedipe. Elle est Antigonie, c'est-à-dire contre la génération. Elle restera vierge. Son nom dit qu'elle s'oppose au régime de Gonée, Genestai, arrivé au monde. Ça l'intéresse pas. Pourquoi ? Parce qu'en tant que femme, elle a décidé de construire une situation politique et de discuter d'homme à homme avec Créon. Et ça, au point même que Créon dit, mais si je te donne raison, alors c'est moi qui deviens la femme. C'est ça. C'est quand même formidable, c'est le roi. Il lui dit, mais si je te laisse avoir raison, ça devient toi l'homme et moi la femme. C'est vous dire. Ce qui se joue, c'est vraiment le rapport de pouvoir. Donc, c'est formidable. Donc ça m'intéressait évidemment beaucoup, le fait que cette Vierge, cette Antigone, aille jusqu'à la mort pour accomplir des funérailles à son frère, pour son frère, et ça a été interprété parfois comme une sorte de violence et de pulsion très incestueuse, puisque c'était comme si elle aimait ce frère comme une épouse, puisque elle-même emploie parfois ces mots pour dire qu'elle va le rejoindre. Mais en fait, pour moi, c'est une interprétation abusive, parce qu'Antigone dit exactement ceci. S'il s'agissait d'un mari, je ne ferais pas tout ça, parce qu'on peut toujours prendre un autre mari. Si c'était un de mes enfants, si c'était un enfant à moi, je ne ferais pas tout ça,
parce qu'un enfant, on peut toujours en faire un autre. Ça a beaucoup choqué le monde qu'elle dise ça. Mais un frère, je ne peux pas le faire. Je ne peux pas faire un frère. Et donc, elle est donc toujours cette Antigonée, c'est-à-dire elle milite pour rendre des honneurs à quelqu'un qui ne peut pas être dans sa filiation. Alors, il s'agit malgré tout de son frère, hein. Mais elle veut l'enterrer comme une citoyenne enterre un citoyen. C'est comme ça que je le lis. Mais tout le monde n'est pas d'accord. Hein. Il y en a qui trouvent qu'elle est très incestueuse. Oui, c'est ça ta lecture, entre autres. C'est qu'elle sort de la ligne. Elle sort de la lignée, donc elle sort de la ligne. Tout à fait. Et donc elle est aussi, ce qui est bien compris, c'est aussi quelqu'un qui, du fait qu'elle sort de la ligne, elle peut imposer une loi nouvelle. Et de la lignée. Voilà, elle peut imposer une loi nouvelle. C'est la question de la fondation d'une autre loi. C'est ça. Ça anticipe aussi sur ce Nomos agrapho. C'est ça. C'est la loi non écrite. Ça anticipe sur un bloc qui arrive plus tard dans le livre, bien plus tard, mais où tu t'intéresses à ce qu'on pourrait appeler la pensée trans. Tu parles beaucoup, entre autres, de cette notion très belle de désajointement, et tu t'intéresses à une figure controversée, fondamentale et passionnante, en tout cas pour toi, et je pense qu'il est pour tout le monde, qui est Paul Preciado. Oui, ah oui. Et pour moi, c'est un penseur majeur aujourd'hui. Donc, on parle de la lignée, de la loi, d'une loi nouvelle, du féminin qui serait peut-être pas que féminin, qui peut être masculin, le père qui dit je serai une fille si jamais j'accepte que, et on arrive à des questions qui aujourd'hui sont intéressantes, ou en tout cas qui sont problématisées et qui sont problématiques, parfois même qui posent vraiment des problèmes de lecture, d'interprétation, même avec des réponses violentes. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de la situation actuelle, dans sa fluidité, qui laisse peut-être entendre que quelque chose, du féminin, du masculin, de cette espèce de seuil est à repenser, donc peut-être à repenser sur un plan de la loi et de à décoloniser. À décoloniser. À décoloniser. Parce qu'il y a une colonisation. Ça revient à ce qu'on disait au début. C'est ça. Pour moi, la question de la colonisation, elle ne touche pas. Je parle par colonisation, je ne désigne pas uniquement, tout en acceptant bien sûr la pertinence, mais pas seulement le fait colonial tel qu'il s'est déployé sauvagement aux États-Unis, au Brésil, en Afrique, dans les pays du Moyen-Orient, de l'Afrique, de l'Amérique, donc de la situation coloniale, mais je dis que le colonisateur doit prendre conscience de sa propre colonisation, c'est-à-dire nous sommes totalement habités, envahis, formatés, colonisés par le monde auquel nous appartenons, et donc c'est de ça que c'est de ça dont j'ai voulu m'occuper. C'est arriver à, alors par rapport à cette question du genre, de la différence des sexes, pourquoi Preciado? Je trouve que c'est quelqu'un qui a d'abord une culture considérable et qui par sa propre histoire, enfin sa propre trajectoire, et son immense culture met en place, essaye de procurer à ses lecteurs ou à ceux qui l'écoutent ou à ses lecteurs des outils de compréhension de ce qui se passe, mais pas uniquement dans la question de du genre, ce qui se passe dans un pays colonisé par le capitalisme, par le néolibéralisme,
par la productivité, par la haine de l'autre, par la phobie. Donc un de ses livres le plus récent, que je trouve absolument formidable, Diaspora Mundi, où Preciado intègre totalement la crise du Covid dans l'épreuve européenne de l'inhospitalité, de la disjonction, de l'exclusion, de la contagion. Enfin, l'épidémie a chargé le lexique de l'inhospitalité de toute une armure sanitaire. Et alors elle a dans Diaspora Mundi, alors Preciado, à partir d'un certain chapitre, termine tous ces chapitres par Wuhan est partout, en écho à la réflexion de Gunther Anders, à la suite de Hiroshima, qui a écrit ce livre absolument formidable, Hiroshima est partout. C'est la façon dont la bombe atomique a modifié le visage du monde et a modifié les rapports que nous avons de nation à nation, de société à société, y compris d'homme à femme, de pays à pays, de culture à culture. Voilà. Et quand Preciado a fini tous ces chapitres avec une espèce d'ironie mordante, Wuhan est partout, montrer que quelque chose d'un virus, le virus de l'inhospitalité, de l'exclusion et de la violence, est partout. Et je suis très sensible à la pertinence de son analyse, voilà, qui témoigne à la fois je dirais du très grand équilibre qu'il a trouvé dans sa propre façon de mener sa propre vie, de construire de légitimer et de construire sa propre dignité dans une société qui est là à se demander si ça va, si ça va pas. Voilà, les interrogations, et puis une espèce d'envahissement sur les interrogations sur ce qui est pathologique et ce qui ne l'est pas. Vous voyez d'ailleurs en ce moment avec la question psychiatrique. Oui. Voilà. Oui. Est-ce que les gens qui vont pas bien sont fous? Voilà. C'est une très bonne question, mais là, elle est très pertinente. Seulement, les réponses qui sont apportées sont vraiment inquiétantes. Voilà, parce que les réponses. La question a l'air sanitaire, elle a l'air. Si on est dans la pathologie, on se dit on va demander à ceux qui écoutent les malades. Non. La réponse est policière, la réponse... Ça, c'est quelque chose, par exemple, qu'on retrouve dans pratiquement toute ton œuvre. C'est-à-dire l'invitation que tu fais au lecteur à se déplacer, ce que je disais au début. Et ça fait penser aussi au dialogue particulier que tu as avec un penseur quand même relativement oublié et très important, qui est Castoriadis, qui parlait de l'imaginaire radical. Il faut entendre radical, d'ailleurs... ce mot-là, la confiscation, tu as consacré... c'est écrit pour une autre radicalité, donc tu ne veux pas qu'on confisque ce mot. Et l'imaginaire radical, c'est à la fois un déplacement, et aussi, dans ton travail, c'est un renversement. Par exemple, tu es très intéressé à la question du carnaval. C'est comme si tu invitais les lecteurs potentiels que nous sommes à nous placer à un autre endroit du regard imposé. D'autant plus que c'est une façon aussi de continuer à te présenter. Tu es quelqu'un qui a réfléchi sur l'invention, en quelque sorte, de l'image dans la chrétienté byzantine, et que c'était une ruse aussi, hein, cette histoire. C'était une ruse qui indiquait le pouvoir et qui disait « croyez-moi ». Donc l'image devenait la représentation du pouvoir. Donc il fallait aussi désapprendre en quelque sorte, être dans un autre concept que tu utilises beaucoup, être dans la zone où on est en mesure de défier en quelque sorte ce... Oui, c'est-à-dire que j'ai voulu montrer et démontrer par les textes et par un travail textuel très précis, je dirais le syntagme suivant: faire voir, c'est faire croire c'est faire obéir. L'Église, voilà, ça a été le programme ecclésial. Hein.
Faire voir, c'est faire croire c'est faire obéir. Quand vous avez ces trois, c'est autre chose, dans la mesure où faire obéir est ce à quoi on veut arriver, on va pas faire voir n'importe quoi. On va faire voir ce qu'il faut faire croire afin de faire obéir. Et donc il y a une véritable stratégie de la manipulation de ce que l'on montre, qui montre quoi à qui, pour faire croire quoi à qui, et obtenir, et faire quoi à celui qui croit, et qui est condamné s'il ne croit pas, le mécréant. Mais ça a pénétré, cette invention ecclésiale de l'époque byzantine, maintenant c'est partout, c'est-à-dire que ça s'est imposé, c'est planétaire. Ce ne sont pas que les chrétiens qui utilisent cet enchaînement, cette articulation. Donc ça s'est imposé partout, et parce que c'est très efficace et que ça marche. Voilà. C'est entre autres une des questions centrales de ton livre, l'image peut-elle tuer. Oui. C'est-à-dire qu'il y a un retournement. Voilà. C'est-à-dire que, oui, l'image peut-elle tuer, c'est au lendemain des World Trade, l'effondrement, l'explosion des tours World Trade Center, où là, il y a eu une stratégie de l'image. Là, ça a été... Oui, tout le livre est consacré à cette construction entre ce qu'on a fait voir, ce qu'on a fait, le discours qu'on a construit et ce qu'on a obtenu comme résultat, avec le choc des cultures, enfin, et toutes les balivernes. Tu en parles, tu consacres un bloc, un chapitre, un chapitre à ce fameux choc des cultures qui arrive là déjà depuis des années, qui alors est d'une actualité terrifiante. Et peut-être, j'aimerais bien que tu nous parles de ce chapitre qui s'appelle L'espace des alliances et le fameux concept de ton ami Jean Toussaint de Santi qui s'appelle, je ne sais pas si je prononce bien, hein, c'est Mutale. C'est un mot corse, oui. Un mot corse. Pourquoi ? Parce que il se trouve que c'est d'abord de Santi, quelqu'un qui t'a accompagné, qui est un grand philosophe, qui est aujourd'hui peut-être pas assez reconnu, un peu oublié, qui a écrit entre autres Philosophie, un rêve de Fernand que tu cites. Et dans ce chapitre, tu parles aussi de la question des mots. Il est toujours très connu, mais pas plutôt c'était un mathématicien. Il est plus connu pour les livres qu'il a fait sur les rapports entre philosophie et mathématiques. Beaucoup moins sur toute la partie éthique et politique qui est à la fin de sa vie. Mais toute la partie mathématique, les idéalités mathématiques, ça reste un livre de Jean Toussaint de Santi, mais qui est lu par les philosophes qui vraiment, comme Badiou, qui est un élève de Santi, qui sont les philosophes mathématiciens. Voilà. Alors cette histoire du Mutale, c'est une histoire d'un rituel, où la question du seuil est posée. Oui, Mutale, c'est-à-dire que De Santi est un Corse, corsican jusqu'à la moelle. C'était un Corse, Jean Toussaint de Santi, on ne peut pas faire mieux. Et il raconte que sa grand-mère, dans sa vie en Corse, donc à Ajaccio, les lois de l'hospitalité étaient ritualisées. De telle sorte il se souvient que chez sa grand-mère, par exemple, toute personne pouvait entrer pour manger là. Mais il y avait des règles. Les règles, c'est que dans toute maison, c'était dans le milieu rural, toute maison, il y avait donc un seuil qu'on appelle mutale. Et pour rentrer dans la maison, il faut franchir ce mutale. Et les conditions de franchir le mutale, le seuil, pour être accueilli et qu'on donne la parole et on donne à boire et à manger, c'était d'abord de déposer tous ces outils, et comme on est en Corse, toutes les armes. Interdiction d'entrer dans la maison
avec des outils ou des armes, dehors. Et à ce moment-là, on franchit le mutale, mais le mutale, on ne doit pas mettre le pied dessus. Il est interdit de mettre le pied dessus. Il doit être franchi, c'est-à-dire sans être touché. Donc c'est une frontière intouchable, c'est un lieu qui doit rester vide, de façon à ce que la question de la séparation se maintienne. Parce que si vous mettez le pied dessus, c'est comme s'il n'y avait plus d'espace séparé. Donc pour matérialiser, rendre sensible la nécessité de ce qui construit un voisinage et un accueil, il faut que la régulation des écarts et de ne pas tout mélanger, de ne pas annuler les écarts, c'était de franchir sans poser le pied sur le seuil. Donc on dit franchir le seuil par-dessus. Et j'ai trouvé ça magnifique, parce que ça disait à la fois l'accueil et le respect des écarts. Accueillir, c'est pas avaler, c'est pas identifier, c'est pas fusionner. C'est au contraire accueillir la différence, l'écart. Il y a une régulation des écarts. C'est quelque chose, quand je travaillais avec De Santi, revenait toujours sur cette expression, une régulation des écarts. Oui. Et j'ai trouvé ça très important, de toujours respecter l'autre en tant qu'autre, en tant que différent. Jamais ni exclusion, ni fusion. Pas d'assimilation. Pas d'assimilation, surtout. Il ne faut pas que l'autre devienne mon semblable, mon frère, grand F. Non. Oui. Non. Donc j'écris fraternité, PH. PH. Parce qu'en Grèce, la fratrie, qui existe, PH, la fratrie, c'est le regroupement de personnes qui se choisissent, comme on crée un club, si vous voulez, voilà, dans lequel on peut trouver, dans la fratrie, on peut trouver, tout le monde peut entrer en fratrie, y compris un esclave. C'est quand même important de savoir, une femme ou un esclave. La fratrie, c'est on se choisit. C'est pour ça que ça m'intéressait plus de parler de la fratrie dans ces termes, à partir de la filiation PH, et de dire que égalité mais fraternité PH, s'il vous plaît. On n'a pas besoin d'être de la même famille pour avoir des liens. Voilà, c'est ça que je voulais dire, c'est tout. Oui, mais on reste, si tu le permets, encore dans ce détour grec, parce qu'il y a un terme bien connu, utilisé, je pense, par une personne qui a approché un peu la philosophie. On parle de ce concept de maïotique, de cet art d'accoucher, mais on oublie peut-être de penser que Socrate est une sage-femme, quoi. Oui, oui. Et que c'est aussi une entremetteuse. Donc il y a oui, évidemment, sa mère était sage-femme, voilà. Socrate disait je fais le même métier. Je fais le même métier. Et donc il y a cette question, cette expérience de l'accouchement, qui a peut-être aussi à voir avec la façon dont on peut mettre des écarts, des seuils. Entrer en relation, mettre en rapport. Oui. Et la relation, le rapport, voilà les mots qui construisent. Les mots qui construisent, c'est évidemment, c'est important la question des mots aussi. Ça, c'est fondamental. Oui, c'est tout ce que je sais faire. Oui, mais indépendamment que c'est tout ce que tu sais faire, c'est aussi, par exemple, tu as recours, tu fréquentes par exemple la pensée de quelqu'un ô combien génial et controversé, fou, enfin extraordinaire, qui est Jacques Lacan, et qui disait nous sommes ce que nous disons. Enfin, le langage devient ce qui nous dit. D'où la nécessité aussi de trouver les mots, de ne pas les abandonner. À une époque, on les vide de leur substance. Mais je ne vais pas citer le président de la République française qui a écrit un livre qui s'appelle Révolution, etc., etc., etc. Dans la confiscation des mots, des images et du temps, tu revendiques la radicalité. Donc c'est là où on trouve la dimension aussi politique de tout ton travail qui est extrêmement important. Mais tu précises qu'il est absolument nécessaire de trouver les bons mots justement pour trouver les bons écarts. Ben oui.
Oui, mais ça paraît évident, mais c'est peut-être pas si évident que ça dans une époque qui... je veux dire, ce qui met qui nous inonde de mots... Ce qui nous met tous en rapport, c'est de partager. C'est de partager, comme je dis, apprendre à partager l'espace, partager le temps, partager la table, partager la parole. Justement, par exemple, ce que disait Jean Toussaint de Santi, c'est une fois franchi le Moutalé, alors celui qui arrivait pouvait avoir son assiette et commencer à parler. C'est-à-dire qu'il y avait à la fois la nourriture, l'accueil sensible, et la parole, entrer en relation par la parole. Et ce que devient la parole dans la construction des liens est capital. Et si Klemperer s'est intéressé à ce qu'arrivait à la langue allemande sous Hitler, c'est précisément pour faire entendre et faire comprendre que plus la haine et la destruction et le crime deviennent la règle et font la loi, plus il y a un délitement et un pourrissement même de la langue elle-même. Elle est atteinte. Voilà. Et il s'est intéressé, vous savez, dans ce fameux livre sur la langue du Reich, et il s'est intéressé à ce qui arrivait à la langue allemande au fur et à mesure que le nazisme s'installait. Il y avait, voilà, ça moisissait de l'intérieur, les mots changeaient de sens. Il y en avait qu'on ne pouvait plus dire, il y en avait qu'on inventait, il y en avait qui voulaient dire autre chose. Enfin, voilà. Chose d'ailleurs qui est évoquée par Thucydide dans la guerre du Péloponnèse. C'est formidable. Thucydide aussi se dit que pendant la guerre du Péloponnèse, il arrive des choses à la langue et au parjure. Enfin, il y a toute une réflexion de Thucydide pendant la guerre du Péloponnèse, enfin sur ce livre magnifique, la guerre du Péloponnèse, où la guerre et la haine entre les cités fait que tout d'un coup, les régimes de relations entre les hommes sont atteints et pourrissent, moisissent, s'infectent. Ça devient infect. La langue devient infectée et devient infectieuse. Voilà. Il y a des mots que tu n'aimes pas, par exemple le mot care, le mot coach, puisque justement, restons chez les Grecs, tu parles de la langue étrangère, de thérapon, qui apparaît dans le poème homérique. Je vais expliquer ce que c'est le thérapon, tu l'expliques. Et justement, tu parles de ces mots, ces deux mots qui ont des sens différents, mais qui disent aussi beaucoup sur la façon dont quelque chose de la structure politique dominante nous parle. D'ailleurs, aujourd'hui, effectivement, on dit coach, libre entraîneur. Quant au care, c'est la question du soin. Je sais qu'il y a des soignants dans la salle, c'est assez terrible. Donc, il y a un destin commercial. Tu dis, il y a un destin commercial du thérapon qui est devenu coach aujourd'hui, ou bien serviteur et servante au nom du care, dont le développement spectaculaire et populiste a donné un film idolâtré, et tu parles d'Intouchable. Ce coach est la traduction néolibérale... Ah oui, le film Intouchable. Oui. Oui, ça, ce coach est la traduction néolibérale et parodique du service. C'est formidable. Le service à personne. Le grand coach noir, oui. Voilà. Qui prend soin du... Donc la langue nous parle. Oui, des petits blancs en mauvaise position. Ah oui, c'est miraculeux, là. Oui, mais indépendamment d'Indomptable, je ne sais pas si c'est miraculeux. J'ai détesté ce film, mais quand même, oui, sur Internet, il y avait écrit 18 millions de gens ont aimé Intouchable. Il y en a que je n'ai pas aimé, c'est pas les choses, c'est pour ça. Oui. Ah oui, oh là là, ce film. Justement, ça me fait penser à quelque chose. Après, je laisserai ma dernière question. Enfin, en tout cas, si vous ne la prenez pas, j'aurai des choses à dire. Mais il y a un moment, justement, où tu finis par un très beau concept que tu empruntes, mais que tu discutes à Pascal Assoun, qui s'appelle S'étranger.
Ah non, c'est pas. Je discute. Ça, c'est étranger, c'est Francis Ponge. Ah, c'est Francis Ponge, d'accord. Ah, Je crois que oui. c'était Pascal Lasso, d'accord. Non, c'est étranger et c'est étranger avec apostrophe S apostrophe étranger. C'est le poème de C'est Francis le poème Ponge. de Francis Ponge qui prend le mot étranger D'accord. comme un verbe à l'infinitif. D'accord. Donc, s'étranger, tu t'étrangeras. C'est-à-dire devenir étranger à soi-même pour accueillir l'autre en tant que dans une filiation, justement. Et il y a le poème de Ponge, oui, qui est celui qui a utilisé le mot étranger comme un verbe. C'est magnifique. Ça, c'est les poèmes, les poètes sont formidables. Ben, je voulais en parler, mais je voulais pas y arriver de cette façon-là. C'est vrai que je ne connaissais pas le poème. Je trouve remarquable, peut-être on aura l'occasion de le lire, mais oh oui, il y a 6 ou 7 vers. Pour être en lien avec ces 18 millions de gens qui ont aimé ce film terrible, enfin, il y a un moment où à la fin du livre, tu choisis plutôt le parti du maître ignorant Grancière, et tu t'attaques pas à Annie Lebrun, mais tu dis qu'à un moment, Annie Lebrun, dans son livre qu'on a reçu d'ailleurs ici, qui s'appelle Ce qui n'a pas de prix. C'est un très très bon livre. La seule chose qui m'a... Ouais. J'aimerais, parce que souvent on dit regardez les beaufs, regardez, ils sont incultes, oui. Ils sont débiles, ils sont mal habillés, oui. Ils parlent mal, ils n'ont pas de vocabulaire, ils sont bêtes, ils votent Front National, et puis on les charge. On dit en plus c'est ça le peuple. Non, mais je comprends très très bien la position d'Annie Lebrun. C'est les 18 millions, c'est ça que je voulais dire. Donc j'aimerais bien... Elle est totalement remarquable, et puis depuis toujours, elle est remarquable. Mais, oui, formidable. Seulement, ce qui m'a gêné dans ce qui n'a pas de prix, c'est que elle était sans pitié pour des gens... enfin bon, moi je connais dans mon quartier autour de moi des gens qui sont dans des situations très misérables, je dirais, mettons-le en italique, hein. C'est pas seulement de la misère au sens ils n'ont pas d'argent, mais ils sont dans des situations ils sont démunis psychiquement, physiquement, etc. Et il y a un certain nombre aussi qui sont tatoués de partout, avec qui arrivent à s'accabler, je dirais, à se transpercer de partout. Et j'avais le sentiment chez Annie Lebrun que ça faisait partie, que d'une façon très globale, elle a, parce que c'est une femme qui est amoureuse de la beauté, bon, elle a une dimension narcissique, enfin, et que justement, elle ne faisait pas de place aux aventures du narcissisme, là où on est très démunis dans la misère à la fois psychique, physique ou matérielle. Qu'il y a des formes de narcissisme qui nous surprennent, qui peuvent nous paraître horribles, qu'importe. Enfin, on peut avoir des jugements esthétiques, mais je la trouvais sans pitié par rapport à cela. Parce que quels que soient les chemins que peut prendre le narcissisme au cœur de la misère psychique, physique ou matérielle, ça ne m'inspire aucun mépris, ni désapprobation, ni mépris. Mon Dieu, quelle horreur, etc. Non. Ce sont aussi des Raymondakis, d'une certaine façon. Voilà. C'est des formes, pour moi, c'est des formes comme ça de détresse qui arrivent, ou qui sont organisées, ou qui sont vécues, qu'importe. Il faut, au contraire, pour moi, enfin, mon sentiment, c'est de privilégier d'abord le regard sur la dignité de ces personnes. Voilà. Même si les chemins qu'empruntent leur propre façon de s'inscrire très différemment dans l'espace public ou l'espace privé peut choquer ou déplaire à ceux qui
préfère évidemment l'élégance et la sobriété, la grâce. Voilà. Cette question de la grâce et de la disgrâce, ça m'intéresse beaucoup. Oui. Tu peux préciser? Ça, je l'ai ressenti aussi quand je travaillais sur ce livre de Rancière, qui est pour moi un des plus beaux de Rancière, et des plus abordables en plus. J'adore ce livre. Ça s'appelle Court voyage au pays du peuple. C'est la seule, je dirais que c'est le seul livre où Rancière se laisse aller à son propre lyrisme. C'est pas fréquent. Et j'aime beaucoup sa pensée en général, mais là c'est un livre lyrique. C'est un petit livre et qui est magnifique de sensibilité. On sent sa sensibilité à la nature, à l'air, aux nuages, à tout. Bon, c'est magnifique. Et c'est un livre politique, vraiment politique. Court voyage au pays du peuple, on cherche le peuple. Et le dernier chapitre, alors il y a des étapes, hein, depuis le XVIIIe siècle jusqu'à l'époque contemporaine, un petit livre. Et le deux derniers chapitres est consacré à Rossellini, à Europe 51. À Europe 51. Dans lequel, film dans lequel Rossellini donne à Ingrid Bergman un rôle très singulier, qui est celui d'une très grande bourgeoise qui a style bourgeoise américaine dans le milieu milanais. Enfin, on est dans le top du top. Et son fils meurt. C'est une mère qui est en deuil du fils. Très intéressant. On tue un enfant, comme dirait Rancière. On tue un enfant. Chez Rossellini, ça revient aussi dans notre film. Et cette maman, cette grande bourgeoise, à travers ce deuil, tout d'un coup, traverse une mutation totale de sa posture sociale et sensible dans ce monde-là. Et elle descend elle descend vers le peuple, vers les prostituées, la misère, etc. Et elle s'adonne totalement, il n'y a pas d'autre mot, totalement, elle se met totalement au service de la misère, de la déréliction et de la mort. Évidemment, la réaction de son entourage est telle que elle est folle. Donc ça se terminera en hôpital psychiatrique. Et le film est sublime. Et Rancière dit de Bergman, de cette femme dans le film, c'est une sainte, elle a la grâce. Je veux dire que chez Rancière, ce vocabulaire n'est pas fréquent. Rancière parlant de la grâce, lui qui en a assez peu d'ailleurs, il est génial, mais il n'est pas très gracieux. Et là, j'ai trouvé ça magnifique, son analyse de la posture, et il cite Simone Veil, enfin, des auteurs auxquels on n'imagine pas que Rancière, dont Rancière était familier. Or, il l'est. C'est-à-dire qu'il y a dans sa façon de s'intéresser au prolétariat, depuis la nuit des prolétaires, hein, donc très tôt, jusqu'à aujourd'hui, chez Rancière, une véritable, moi je dirais, une espèce de grâce franciscaine inavouée. Oui. Et il a eu une très très jolie phrase le jour où on lui donnait la Légion d'honneur. J'étais allée à la cérémonie et où Marianne Alphand qui lui remettait la croix, tout ce bazar, et donc il remercie, et elle lui dit mais c'est vous qu'on remercie pour tout, etc. Et à ce moment-là, Rancière dit non, je préférerais qu'on remercie tous ceux à qui je le dois, parce que c'est à eux que je m'intéresse. C'est-à-dire qu'il a fait appel vraiment au prolétariat, en disant voilà, c'est le prolétariat qu'il faut remercier, parce que c'est ma rencontre avec ce prolétariat, c'est ma rencontre à la fois de philosophes et de philosophes politiques avec
avec la misère et le monde du travail et du prolétariat, à qui je dois d'avoir construit ma pensée, formulé cette pensée, au point même de mériter les honneurs de la République, ce qui le faisait un peu rire aussi. Mais c'est très beau. Et pourquoi je dis ça? De la grâce. À cause de cette question de la grâce. Tu me demandais pourquoi j'employais le mot, et je l'emploie, j'aurais tendance moi-même à reconnaître la légitimité de cet emploi dans le rapport, dans ce que j'appelle la filiation. Alors je n'ai pas employé le mot dans ce livre, mais en fait j'en accepterai totalement la présence silencieuse mais réelle, à savoir quelque chose de la grâce, c'est-à-dire d'une forme de l'amour qui ne demande rien en échange. Je me permettrai juste de lire ce passage, parce qu'on est parti sur la grâce, mais remarquable. Mais il y a un moment où tu dis... Ça fait un peu chrétien, mais... Non, on ne peut pas laisser aux chrétiens... Voilà, ça m'ennuie de considérer qu'ils sont les propriétaires de la grâce précieuses. Mais juste pour revenir, parce que petit aparté autour d'Annie Lebrun qui est remarquable, donc qui fait un travail remarquable. Ah, oui. À un moment tu dis ces choses, j'ai aimé le lire vraiment, parce que j'y crois profondément à ça. C'est quelque chose qui compte beaucoup, et c'est une façon tu dis t'écris, le système capitaliste est antidémocratique du fait même qu'il traite le peuple comme un corps sans cervelle et sans sensibilité. Cette inaptitude à penser, à juger, à inventer a pourtant fait l'objet d'une puissante réfutation par Rancière dans Le Maître ignorant. La critique de la tyrannie commerciale et du despotisme de la communication doit, dans le même mouvement, porter tout son soin et son attention du côté des victimes de l'inhospitalité structurelle. L'inhospitalité structurelle et considérer les formes commerciales d'une violence maltraitante. Il y a des figures de la soumission qui n'accèdent à l'image de soi qu'en fabriquant des gestes rituels et mimétiques qui les assurent de leur visibilité. La résistance à l'effacement et à l'humiliation fait tout ce qu'elle peut pour conjurer l'angoisse de la désubjectivation et s'offrir le masque du triomphe. Ainsi, tout nouveau venu, devenu un individu d'abord esselé, se doit d'être comme tout le monde et comme personne. C'est le principe oxymorique de la mode, qu'elle soit vestimentaire ou celle du tatouage, qu'elle pousse à l'uniformisation du langage, au mimétisme normatif des corps et des idolèques communautaires. On sent aussi beaucoup de solitude en même temps dans ce peuple ce peuple, on va l'appeler comme ça. Ça reste mais qui est à la fois, qui se veut singulier, qui est uniformisé, qui est malmené par le système. Tu parles de structure. Et qui cherche des modalités de visibilité, voilà toute une panoplie de moyens de se différencier et de devenir visible. Ce que Pasolini avait très bien vu, ce que Pasolini avait très bien vu avant tout le monde. Oui, tout à fait. Oui. Donc il y a une violence comme ça, inhospitalière du système capitaliste à normer. Oui. Quand je travaillais à la PJJ avec les gamins de la protection judiciaire de la jeunesse, c'était les discussions qu'on avait sur les choses. Il faut absolument de l'argent pour pouvoir acheter quoi, pour acheter des choses qui, à la fois, me haussent, me rendent visible, me haussent, me distinguent et me permettent de faire partie d'une communauté qui se hausse, qui se distingue, etc. Il y a une espèce de course infernale à travers les signes à acquérir pour se faire admettre, à la fois se faire remarquer et faire partie, de ne pas se faire remarquer par l'absence des signes, mais se faire remarquer par une surabondance des signes, et donc des rivalités et des concurrences dans la surenchère des signes. Et alors ça devient quelque chose d'assez angoissant même. Oui. J'imagine qu'il y a des questions. Oui, mais si le capitalisme est une des formes les plus accomplies de ce processus-là, il existe depuis le début de l'humanité, en tout cas des traces que l'on connaît de l'humanité.
Il existe. Cette manière de vouloir être plus, on dirait aujourd'hui augmenté. Ah non, parce que on retrouve dans les non, vous savez, moi je suis totalement hostile aux phrases des dissertations. Depuis toujours l'homme et l'homme depuis toujours. Oui, la question du narcissisme n'est pas une invention récente. Mais les aventures politiques du narcissisme, il y a des modalités qui se transforment, et depuis le développement de la banque, de la colonisation et de la banque, qui date de la même période, du XVIe siècle, à partir du moment où la colonisation et le système de la banque, qui sont inséparables, se mettent en place, les aventures du narcissisme et des rapports du narcissisme au pouvoir ont beaucoup évolué, beaucoup changé. Oui. Beaucoup changé, et le capitalisme en a une forme les plus accomplie, on est d'accord, mais quand je regarde parfois le fonctionnement, même dans l'Empire romain, dans votre système, cette course comme ça existe déjà, comme ça. Qu'est-ce qu'entendez-vous par existe déjà? C'est-à-dire qu'il y a déjà... non, mais déjà, c'est quand? Comment? C'est quand déjà? On le voit dans la manière dont les rois, les aristocrates, toute l'aristocratie, et depuis le Moyen-Âge, le fait d'apparaître, de vouloir surparaître, et de vouloir même être par-dessus l'autre, par le vêtement, par les apparats, par la possession de livres, possession parfois de la culture. On voit ces choses-là exister avant la... Non, c'est comme si vous me disiez que le capitalisme, depuis toujours, finalement, si le capitalisme, pour vous, n'est que le rapport de la richesse au pouvoir, ou des signes de la visibilité du pouvoir et de la richesse, c'est pas ça. Ce qu'on appelle le système capitaliste, c'est quand même une construction, une construction singulière et particulière qui n'est pas depuis toujours. Je veux dire, il n'y a pas le capitalisme néolithique. Donc, non, il faut quand même donner ces critères historiques à des structures. Ce qu'est la monarchie et l'aristocratie au Moyen-Âge n'a rien à voir avec ce que devient la monarchie et l'aristocratie, et l'embourgeoisement d'ailleurs de l'aristocratie au fur et à mesure qu'on va approcher des siècles suivants, la Renaissance, et puis d'arriver à l'époque, au 18e, 19e. Donc non, si on ne fait plus si on est dans le depuis toujours et qu'on n'entre pas dans l'histoire et les composants historiques qui font que le rapport de la richesse au travail et du pouvoir, la trilogie travail, richesse, pouvoir, sont pas dans le même dispositif. Non, il y a une histoire. C'est pas, si vous voulez, sans quoi on va retomber dans la nature humaine. Voilà. Et dans le fameux essentialisme, quoi. Voilà, c'est comme ça, l'homme a toujours été... La nature humaine, avec des majuscules, donc non, ça n'existe pas, ça n'existe pas. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, mais on peut approfondir cette question sans penser qu'on a totalement répondu. Non, bien sûr, parce qu'elle est passionnante en même temps, je ne sais pas si oui, c'est-à-dire que parler de capitalisme et entre autres maintenant de néolibéralisme, parce que entre le capitalisme industriel et le capitalisme financier qui est celui que nous sommes en train de vivre, il y a aussi une mutation dans les rapports, signe, visibilité, exclusion, rapport du pouvoir à la richesse, etc. On ne fait pas dire que la situation... Est-ce qu'aujourd'hui on peut parler de prolétariat comme on parle de prolétariat au 19e ou qu'on parle de prolétariat au début du 20e? Non.
il y a une histoire de ces mots, et ces mots renvoient à des réalités différentes, et il appartient justement aux historiens de nous aider à comprendre ce qui change, ce qui se déplace, ce qui s'aggrave, ce qui s'est fermé. Hein. Quand Tocqueville revient des États-Unis et dit, puisqu'il s'aperçoit finalement, vous voyez, Tocqueville, on est quand même loin, il observe la façon dont la société américaine est en train de se construire, et qu'il dit, au fond, dans les régimes politiques, il y a toujours des passions mères, hein, ce qu'il appelle les passions mères. Bon, la passion mère de l'aristocratie, c'est l'honneur. Bon, et la passion mère aux États-Unis, il a vu la démocratie en Amérique. Hein. Donc, quelle est la passion mère de la démocratie? Il répond, il dit, je pense que c'est l'envie. Les gens veulent toujours être en concurrence et envie. Ils veulent avoir plus que le voisin. Envie, hein, c'est la traduction française du mot latin invidia, qui veut dire la haine. Bon. La jalousie et la haine, c'est la même chose. L'envie et la haine, c'est la même chose. Et là, je trouve que Tocqueville, tout d'un coup, met le doigt sur quelque chose d'important concernant ce que Arendt va analyser à son tour d'une autre façon, savoir au fond quels sont les affects qui déterminent des régimes, qui habitent des régimes politiques. Elle se pose la même question que Tocqueville à sa façon, hein, dans d'autres termes et avec une autre culture, puisque c'est à partir de Kant, sa relecture de Kant, qu'elle construit ça. Mais c'est de voir au fond quelles sont les passions qui traversent et électrisent une société. Actuellement, par exemple, la question de la terreur la terreur a un statut très particulier aujourd'hui, avec pas seulement le mot terroriste, hein, le terrorisme, qui est ce que j'avais appelé, c'est dans Homo Spectator, ce que j'ai appelé la phobocratie. C'est-à-dire le néolibéralisme est une phobocratie qui répand la peur de façon à justifier la sécurité. Ça permet de voir un système policier et militaire. Seulement, si vous ne faites pas peur, vous ne pouvez plus. Pour que la police et l'armée soient nécessaires, il faut vraiment qu'on ait la trouille. Qu'on dise protégez-nous. N'ayez plus peur, on est là. Voilà. Donc il y a effectivement des régimes d'affect qui traversent les sociétés. Et on ne peut pas dire que la peur de la famine et de la peste en 1400, c'est exactement la même chose que le statut du terrorisme aujourd'hui. Mais c'est vrai que c'est toujours les humains. Est-ce que j'ai mieux répondu à votre question? Vas-y, il y a deux questions, s'il te plaît. Ou à toi, Riel. Moi, c'est un peu deux questions. C'est par exemple, dans la question de l'affiliation à la fois F et VH, c'est par exemple par rapport au vécu queer, qui sont qu'en fait, notre appartenance à notre famille, l'affiliation que l'on a avec celle-ci et les relations qui y sont construites, en fait, sont conditionnelles, sont souvent conditionnelles à l'identité que l'on porte. C'est-à-dire qu'en fait, effectivement, peut-être qu'à notre naissance, on est adopté par notre famille, mais en fait, on peut en être excommunié très facilement de par le fait de notre identité. Et en fait, c'est est-ce que à ce moment de l'excommunication, est-ce que en fait, il y a un mouvement inverse à l'adoption et du coup, on passe par le même seuil, ou est-ce que c'est une autre issue en fait qui est franchie? J'ai pas bien compris la notion de l'autre issue. Enfin, vous pouvez le dire autrement ou que quelqu'un m'aide à comprendre. Qu'est-ce que vous entendez par une autre issue? Parce que, bon, à partir du moment où on a été identifié, puis ensuite il y a une rupture d'identité, on n'est plus identifié. Est-ce qu'on est toujours légitime? Est-ce qu'on est toujours aimé, enfin, ou accepté et adopté?
par ceux dont on déjoue, parfois déçoit, ou en tous les cas déroute, les attentes et les présupposés. Voilà. Donc, si ce que je voudrais mieux comprendre votre question, parce qu'au fond, ce livre, il a failli s'appeler, au lieu d'être accueillir, il a failli s'appeler adopter. Il y a eu une hésitation. Au départ, il devait s'appeler filiation avec PH. Puis là, on a dit, c'est pas bankable. Jamais. Ça, c'est. L'éditeur a dit que je vendrai jamais un livre avec un mot que personne connaît. Alors, ça a été adopter ou accueillir. C'était accueillir qui a été choisi finalement. Mais qui était finalement, c'est vrai que derrière le mot accueillir, on accueille parce qu'on adopte. Et qu'est-ce que ça veut dire adopter? Donc, je suis allée, il y a des chapitres qui sont consacrés au rituel d'adoption dans l'Antiquité, par exemple. C'est-à-dire quand un enfant naît à Rome, ou même en Grèce, il sort du ventre de sa mère, il n'est pas du tout, pour autant, reconnu comme enfant. Il n'y a pas de filiation. Pour qu'il y ait filiation avec F, il faut que le 7e jour, le père prenne l'enfant dans ses bras et se soumettre à ce qu'on appelle le rituel de l'amphidromie, c'est-à-dire tourne 7 fois autour du feu central de l'atrium, enfin du foyer, voilà, en donnant le nom de l'enfant. À ce moment-là, l'enfant ayant un père, la mère va pouvoir le garder. Si ce rituel n'a pas lieu, l'enfant est exposé et proposé à l'adoption ou à la mort. C'est-à-dire que cet enfant n'a aucune légitimité, n'appartient pas à la famille tant qu'il n'y a pas eu ce rituel. Donc vous voyez, c'est très contractuel. Donc là, on a dans la question... Alors, pour moi, de tels dispositifs culturels qui ont eu lieu dans l'Antiquité m'inspirent beaucoup par rapport à la question que vous posez même aujourd'hui. Hein, voilà, savoir que quelqu'un arrive et puis... de quelle façon va se construire sa légitimité et son droit à l'amour, son droit à la vie, son droit à l'autonomie et ses choix. Voilà. De quelle façon va se construire l'adoption. Pour moi, même ce qu'on appelle la crise de l'adolescence est aussi un moment, même s'il n'y a pas de commotion au niveau du genre, c'est toujours un moment, on le sait, on le dit suffisamment, la crise. C'est le moment où, je dirais pour moi, la crise de l'adolescence, c'est le moment où l'enfant pose à ses parents la question de son adoption. C'est-à-dire, est-ce que la guerre que je vous déclare, la déception que je vous inflige, l'incompréhension, le mépris que j'ai pour vous, la rage, ma colère contre vous, etc. Est-ce que vous m'aimez toujours, hein? Question de Raymond Dakis. Et si je vous aimais, le supporterez-vous? Et si je ne vous supporte plus, m'aimerez-vous encore? Donc il y a comme ça des défis, des moments de défi dans la vie de chacun de nous, où on pose à l'autre la question de savoir si, compte tenu de ce qu'on est, ou de ce qu'on veut être, ou de ce qu'on n'est plus, est-ce que ça tient quand même? Ou est-ce que, parce que je ne réponds plus à l'idée que je suis fait d'une identité et de la légitimité d'une personne, ah ben alors c'est fini, je t'aime plus, je te chasse, je te connais plus, voilà, avec des phrases du genre tu n'es plus mon fils, ou tu n'es plus ma fille, etc. Bon. Des choses absolument inouïes. Je le dis parce que ma démarche ne consiste pas à disqualifier la filiation avec un F, mais de dire qu'elle ne peut se tenir dans son affect qu'à condition d'accepter ce moment, cette transitivité, cette transformation, voilà, qui ne concerne pas que les trans, qui concerne tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a un moment où il y a un seuil qui ne doit plus être franchi autrement qu'en respectant la séparation.
pour que l'accueil, l'hospitalité et l'adoption aient lieu. C'est ça que je veux dire. Est-ce que j'ai répondu? Oui. Oui, ma question, une continuité, mais alternative par rapport à la famille, dans le sens où, quand vous parlez de famille vraiment dans une forme de filiation, quelle que soit la façon que ça se passe, mais c'est plutôt votre liste s'appelle l'accueil, mais en fait, il y a quelque chose dans la famille, notamment la famille nucléaire, qui n'est jamais vraiment remise en cause, en fait, qui est pourtant la forme de famille, si on croit pas, de la plus ancienne, mais qui, en tout cas, jusqu'aujourd'hui, sert de support à la domination capitaliste bourgeoise. Sans la famille telle qu'elle la construise, on ne serait pas dans la même société. Mais via adoption, et notamment là je parle vraiment de l'adoption internationale, il y a quelque chose qui est dans l'assimilation, mais qui est au forceps, mais qui est au-delà d'une... Enfin, qui est l'enfant qui va arriver, transracial, etc. En fait, il faut être adopté hyper tard pour garder sa langue maternelle. C'est-à-dire que systématiquement, mais je dis systématiquement, il n'y a aucune exception, hormis si on est adopté à la rigueur à 11-12 ans, et c'est hyper rare, on perd tous notre langue maternelle. Et on apprend la langue d'origine, où on n'a aucun accent d'ailleurs, et le truc qui est dramatique, c'est qu'en fait, cette langue maternelle que l'on perd, par assimilation forcée en fait, parce qu'en fait, on n'est pas... Enfin, c'est l'importation d'enfants, ça peut venir du Sud. Mais en fait, c'est une langue qu'on ne retrouvera jamais. Jamais. Et c'est ça qui... Et même en l'apprenant, on n'aura jamais le bon accent, etc. etc. Donc voilà, c'est-à-dire que dans cette forme de filiation F ou PH, à un moment donné, il y a quelque chose qui sera au-delà comment dire, ça dépasse presque le culturel, là, en fait. Parce que quel que soit l'âge, à 2-3 ans, bien évidemment, il y a déjà des déterministes, etc. Mais enfin, ils sont très très faibles. Puis en plus, l'adoption fait qu'on perd plein de souvenirs. Mais voilà, la question c'est qu'est-ce qu'on fait de cette famille nucléaire, qu'est-ce qu'on fait de cette assimilation forcée qui prend son exemple le plus large. Mais vous avez parfaitement raison. Vous avez parfaitement raison. Le fait que dans les dispositions et dispositifs d'adoption transculturels et puisqu'il y a eu, à cause, avec le Cambodge, avec beaucoup de pays, ça va être, d'ailleurs, ça va continuer. Ça va continuer. Le fait de... la question de la langue maternelle, je n'en ai pas traité du tout. Du tout. Ça aurait été... Enfin, c'était plus dans le cadre de cet objet-là. Mais c'est quelque chose qui m'intéresse énormément, et votre question est extrêmement juste. C'est dans les processus, alors dit d'adoption transculturelle, y a-t-il le devoir impératif de faire connaître la langue maternelle, la langue d'origine, de l'ouvrir, enfin de lui donner sa place, c'est-à-dire pourquoi les adoptants ne se mettent pas à l'apprentissage de la langue de celui qui l'accueille. Voilà. C'est un vrai problème, et je trouve que la question est très très juste. Maintenant, qu'est-ce que c'est que la langue maternelle? Ça peut être la langue que l'enfant a entendue pendant la gestation par sa mère, puisqu'on sait qu'il entend malgré ça des choses, et puis il y a une mémoire, génétique qui fait que quelque chose se transmet ou ne se transmet pas, se coupe, se rompt ou pas. Et donc vous avez raison de dire qu'il y a là une chose extrêmement sauvage qui est presque castrateur. Ah oui, on nous vole quelque chose. Ah oui, qui est castrateur. Donc, c'est la pure l'impérialisme ou colonisation. Oui, c'est un geste colonial. C'est un geste colonial. Même s'il est habité par toutes les générosités, les affects, c'est possible, mais c'est vrai que c'est un geste. Et bon, je connais des cas justement où même c'est devenu presque une raison de rupture impardonnable pour quelqu'un d'adopté, qui a été adopté et qui a été totalement coupé de sa
de sa culture d'origine. Mais la question de la langue maternelle, c'est aussi la question, c'est pas seulement la question de la langue des origines, c'est aussi la question de ça touche à la question de la langue, qu'est-ce que c'est qu'une langue étrangère? Et donc là, on retrouve la réflexion sur ce qui est étranger, sur l'étrangeté. Qu'est-ce que c'est qu'une langue étrangère? Ça m'a beaucoup intéressé parce qu'il y a d'abord des grands auteurs pour qui ça a été très important d'écrire dans une autre langue que la leur, voilà. De telle sorte que la langue maternelle devienne une langue étrangère et inversement que la langue choisie, la langue adoptée, la langue d'adoption devient la langue dans laquelle on trouve enfin une liberté qu'on ne s'accordait pas dans la langue maternelle. Donc il y a des géographies, enfin des dispositifs très différents. Et je vais vous ajouter une anecdote parce que je trouve votre question vraiment très importante. C'est le cas d'un auteur dramatique que tout le monde connaît aujourd'hui, plus ou moins, j'imagine, qui est Valère Novarina. Donc Valère Novarina, qui est un dramaturge qui utilise la langue française, d'une façon très singulière dans ses pièces de théâtre, et sa langue parfois est difficilement compréhensible et vraiment un peu cul par-dessus tête. Il s'amuse énormément à renverser la syntaxe, la morphologie, la grammaire. Enfin. Et dans un texte qu'il a écrit, où on parlait de la langue maternelle, il disait, moi, ma langue maternelle, c'est le hongrois. Alors, le hongrois que je ne parle pas. Et pourquoi? Parce que ma mère, alors là c'est sa mère biologique, ma mère, quand j'étais petit, enfin jeune, m'a raconté que dans sa toute jeunesse, lorsqu'elle était adolescente, elle est tombée très très amoureuse d'un garçon hongrois. C'était aux alentours de la Seconde Guerre mondiale, et l'objet de son amour, qui était un juif hongrois, a été emporté dans les camps et est mort dans les camps. Et il n'est resté plus à sa jeune amoureuse, la mère de Valère, en hongrois, qu'une chanson dont elle avait retenu totalement les paroles sans en connaître le sens. Et elle a chanté à Valère, elle a dit à Valère, je peux te chanter la chanson de mon premier amour en hongrois, mais je ne sais pas ce que ça veut dire. Elle s'est mise à chanter cette chanson en hongrois, et Valère ensuite a écrit un texte en disant le hongrois est ma langue maternelle. Et j'ai trouvé ce récit peut-être véritable, peut-être un peu construit, je ne sais pas, ça n'a aucune importance. En tous les cas, il est beau en lui-même, dans la mesure où il dit la langue maternelle, c'est la langue de l'amour de la mère, y compris si elle est incompréhensible. Alors je dirais, pour vous consoler, si je me permets, que cette anecdote, enfin, ou cette fiction, ou ce récit permet peut-être de trouver une issue, en tous les cas un remède contre la violence qui a été imposée à l'enfant adopté, à qui on a refusé d'accéder à sa propre culture et au champ de la mère. Hein. Et donc de se dire que c'est réparable par la voie du chant, de la poésie ou de l'art, enfin en tous les cas, que la question de l'art est peut-être une façon de réparer que la création, la fiction,
la langue fictive, peut-être permet de réparer le trauma colonial de cette privation. En tous les cas, je vous raconte l'histoire de Valère parce que je la trouve très belle, son histoire. Alors je ne sais pas si elle peut vous toucher, mais je la trouve touchante. Je trouve ça très beau. Je veux dire, la langue maternelle, d'autant que c'est vrai que le français qu'il écrit n'est pas du français. C'est pas du hongrois non plus, puisqu'il n'a jamais parlé hongrois. Mais je veux dire que cette espèce de façon d'utiliser la langue française, je dirais en la bafouant d'une certaine façon, en la maltraitant, en la cul par-dessus tête, est presque une sorte de fidélité à la dimension incompréhensible de la langue de la mère. Voilà. Il y a quelque chose là qui se transmet malgré tout, par la voie de la fiction. Et je crois que la fiction est vraiment la meilleure façon de réparer oui, je pense, oui. La puissance de la fiction est très réparatrice des traumas. Le geste politique restera toujours plus réparateur qu'une fiction. Comment Le geste politique restera toujours plus réparateur qu'une fiction. Ah ben, le geste politique peut devenir la fiction. C'est-à-dire créer une utopie politique, se battre. La fiction, c'est joli, c'est romantique, mais ça sert pas. Non, j'appelle pas fiction la ritournelle. Hein. Oui, non, mais j'entends de la fiction au sens. De lâcher prise, de l'art, etc. Oui, de se mettre dans une situation de création, d'acteur. Mais disons qu'étant artiste, moi je vous dirais que c'est ailleurs. Mais le geste par exemple, si on reste là sur la notion internationale, moi je veux que ce soit politique, et pas que moi d'ailleurs, un mouvement en place de magération, c'est du centenaire qui arrive, et qui est de dire qu'il faut arrêter en fait. Et de faire comprendre ça au nord global. Mais ça, je suis d'accord. C'est hyper compliqué parce que la blanchité se crispe dans toute. Ah, mais comment vous avez de la chance? C'est une autre narration sur laquelle il faut se battre, et justement une autre fiction qui est mais hyper violente pour le Sud. Monsieur, je vous entends bien. Oui, je vous entends bien. Mais je voulais vous raconter Non, c'est une jolie histoire. Voilà, c'est une belle histoire. C'est une belle histoire. Et dans la mesure où vous venez de dire que vous êtes artiste, et donc, c'est bien. Oui, je veux dire, être artiste en sachant que c'est un geste nécessairement politique, c'est sans doute ce qui, dans votre cas, c'est ce que j'entends, et le mouvement de la vraie réparation. Enfin, c'est se battre au bon endroit. C'est se battre au bon endroit. Ouais, après, ça c'est une autre discussion. C'est pas si. Oui. Surtout que ça fait ça fait un moment qu'on discute. Donc ce que je vous propose, parce que malheureusement il faut qu'on arrête, puisqu'on a attendu un peu plus tard. Ce que je vous propose, c'est que il y a déjà des livres que vous pouvez éventuellement acheter si vous le désirez. Et aussi qu'on a on a 20 minutes, demi-heure, vous pouvez discuter avec Marie-Josée, elle reste ici, un petit moment. En tout cas, je te remercie, et merci à vous. Merci. Voilà. Merci.